Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, cet épisode est commandité par Dominique Plourde. Car vous le savez, Plourde, ça rime aussi avec Falourde. Bon visionnage! Mes très chers camarades, bien le bonjour! Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo. Pourquoi? Peut-être à cause du titre intriguant, Mythes et légendes de la promenade Belle-Rive. OK, il y en a qui vont dire que c'est un titre putaclic. Putain quoi? Les Français disent ça, le putaclic, clickbait. Mais non, restez avec moi, vous allez voir, c'est super intéressant. Je vais pas vous décevoir, c'est ça. L'histoire commence au parc de la promenade Belle-Rive. Remarquez que c'est le seul accès au fleuve de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Quand même. C'est un endroit absolument magnifique. On a accès au fleuve. Là. Regardez ça, comment c'est beau, c'est wow. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'hiver. Je capote. Ça, je trouve que c'est une scène hallucinante d'hiver avec les bateaux qui remontent le courant. Puis là, à cause que je penche un peu le cellulaire, ça a l'air pire, on dirait. L'eau, elle coule. Attention, le bateau, t'as de la misère. Je suis vraiment pas le seul à aimer l'hiver. Regardez ce groupe qui fait de l'exercice dehors. Vous êtes courageux, bravo. Mais il y en a plusieurs que c'est la pêche qui apprécie, comme lui. Ainsi que Charles Giguère et Benoît Cadieux. Hey, bonjour, ça passe dans le journal, ce monde-là, wow! Alors moi, sans joke, j'habitais au coin Hector puis Notre-Dame-Est dans les années 90. Puis j'habitais, là, on le voit ici, au 3e étage, ici, d'un beau bâtiment de 1914. Puis juste en face du Vincent sous-marin, regardez le prix du sous-marin avec frites et breuvage. 4,95, toi! À cette époque-là, j'étais collectionneur de véhicules antiques. Bon, on peut pas être parfait, là. À cette heure, j'ai une Toyota Yaris, OK? C'est correct? Je m'excuse. Mais bon, les plus vieux du quartier de Tétroville, est-ce que vous vous souvenez qu'au coin d'Hector, puis Notre-Dame, il y avait mon bon gros Dodge Monaco 68, ou ben non, souvent, il y avait même mon Pontiac Le Mans 1975 juste à côté. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Bon, pour ce qui est de la comparaison des photos, je le sais, c'est pas identique. Mais en même temps, là, regardez ça, le Journal de Montréal, des fois, il nous propose des comparaisons de photos comme ça, c'est épouvantable. Regardez, en haut ici, là, le coin Boulevard de l'Assomption, puis Sherbrooke qui est ici, puis sa photo récente, regardez, c'est juste à côté, ça n'a pas de sens. Regardez cette autre photo ici en haut, on est en 1917, OK? Puis en bas, ça n'a pas du tout le même angle. Les photographes se forcent pas pantoute. Fait que mes comparatifs sont pas pires, OK? Ouais, dans ce temps-là, ça m'arrivait souvent d'aller jouer du drum au parc Promenade Belle-Rive. À la limite de la pelouse, là, à l'endroit où il y avait de l'érosion, ça paraît. Là, il y a un ami qui m'a pris en photo. Mais admettons qu'aujourd'hui, la même personne prend la même photo au même endroit, ça donnerait ça. Wow! Ça a vraiment beaucoup changé. En mieux. C'est fascinant, je capote. Bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé? On va essayer de comprendre en reculant dans le temps, OK? Ça, c'est aujourd'hui, On le voit, là, moi, j'habitais ici, au coin de Notre-Dame et Hector. La rue Georges V. Puis faites attention, ici, vous êtes dans Montréal-Est. OK, évidemment, le parc de la promenade Belle-Rive, ça, c'est un bout de facile. Et le quai Hector, j'imagine que vous connaissez, c'est un quai que, regardez comment il est beau. C'est en 98 qu'on a construit une base par-dessus un vieux quai qui est dessous. OK? C'est vraiment superbe. Attention maintenant, on va reculer dans le temps jusqu'en 95. Oh, ça a changé, Qu'est-ce qu'on a ici? Juste des grandes pelouses non aménagées, C'était vraiment plate. Puis on regarde, on va agrandir cette zone-là. Ouais, on avait encore des grandes clôtures pour nous empêcher d'aller sur le bord du fleuve, mais on y allait quand même, puis regardez ici, c'est ouvert, puis il y avait plein de trous dedans. Là. En 95, on y allait en masse, on faisait des parties ici. Là. OK, on continue à reculer dans le temps. Oh! Ça, c'est en 73, tabarouette. Bon, on parle même plus de pelouse, là, ça... c'est pas de la pelouse, ça. Puis qu'est-ce que c'est, ça, mesdames et messieurs? Eh bien, ce sont des monticules de sel protégés par des bâches noires. Attendez, je vais vous les montrer. Regardez ici, dans le fond, là, c'est ça. C'est ça qu'on voyait. Puis il y a même un grand tas de sel à côté, là, à côté du quai Hector, vous le voyez, là. C'est magnifique. Alors, en 76, le parc de la promenade Belle-Rive, là, il est aménagé. Puis là, entre guillemets, là, on le voit, il y a une espèce de terrain de soccer, là, dans les environs du parc Clément Jeté.
Puis en 78, le parc, il va aller jusqu'à la rue Mies. Mais ça va rester longtemps des grands terrains abandonnés, des grands terrains en friche. Malgré que moi, je capote ces friches. Je trouve ça beau. Maintenant, on va agrandir ici, le quai Hector. Là, on est en 83. Puis regardez le gros tas de sel ici. C'est exactement ce qu'on a vu en 76. Ici, les grosses bâches noires qui protègent d'autres tas de sel. Et le bateau qui vient accoster. C'est pas le quai Hector, ça encore. Hein. C'est en fait un duc d'Albe. Ça se dit super mal, là. Un duc d'Albe. Ben écoutez, c'est un genre de quai, dans le fond, que les bateaux viennent comme s'accoter dessus. Revenons à notre photo aérienne de 73 et on va reculer dans le passé. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive là? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais il n'y a plus rien. On est directement dans le fleuve. Le quai Hector n'existe même pas. Même pas, j'en perds les mots, mesdames et messieurs. Même l'image. Wow. Bon, qu'est-ce que je sais à propos de cette affaire-là? Bon, ce sont tous des renseignements qui me viennent de William Gaudry, un historien qui était jusqu'à tout récemment le directeur général de l'atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Merci. Alors, je sais que ce territoire-là, il appartient, les berges appartenaient et appartiennent encore au port de Montréal. Je sais par contre que c'est la ville de Montréal qui a remblayé ici. Mais c'est toujours pas à eux, puis il y a un bail. En fait, dans le fond, la promenade Belle-Rive, là, il y a un bail. Le territoire est prêté par le port à la ville de Montréal au coût de 1 $, mais le bail arrive à échéance en 2028. Attention! Ouais. Moi, là, j'aimerais ça en savoir plus. On va téléphoner à William Gaudry, l'historien. J'ai un beau téléphone Zoom ici, un bel entretien Zoom. Attendez. Allô, William? À quel moment ça a commencé le remblaiement du parc de la promenade Belle-Rive? Hein? As-tu une réponse? Mais les opérations de remblaiement, elles, commencent à l'automne 65, où est-ce qu'est situé le parc Pierre-Tétrault. Okay. Puis vont se terminer en 75 principalement. Il va y avoir des phases d'enrochement ultérieures là, dans les années 80-90 pour l'aménagement, mais les grosses opérations de remblaiement arrêtent en 1975. S'il y a des trous auxquels que je peux répondre au niveau historique... Ben, c'est plus justement tes recherches qui t'ont amené à défaire le mythe que le remblaiement s'est fait avec du matériel qui vient du pont-tunnel ou de l'extraction de matériel dans le fleuve Saint-Laurent. C'est ce qui est indiqué sur les panneaux là, à la promenade Belle-Rive. Puis toi, tu arrives à une autre conclusion. Oui, c'est ça. C'est que cette théorie-là a été vécue, c'est un lieu commun, de par la proximité du pont-tunnel. Chronologiquement, c'est impossible parce que les opérations d'extraction pour faire la cale sèche, donc c'est quand même, écoute, la cale sèche, c'est 11,3 hectares à peu près. C'est du pont-tunnel. L'excavation, les opérations d'excavation se sont déroulées, je te dirais, là, de automne 63 à peu près. Donc, surtout novembre-décembre 63 à juillet 64. Puis les opérations de remblaiement de la promenade Belle-Rive débutent à l'automne 65, soit un an plus tard. Dans le fond, toute la terre a été jetée, puis ça, j'ai les manifestes à l'appui, a été jetée dans le chenal entre les îles Molson puis l'île Charon. Bon, Sainte-Marguerite aujourd'hui. Fait que c'est à cet endroit-là que ça a été jeté, puis c'est normal parce qu'il fallait faire construire le pont-tunnel rapidement, puis le lieu de dépôt logique était tout de suite à côté. Là. Donc, il n'y avait pas vraiment de préoccupation pour l'environnement puis les impacts que ça aurait pu avoir. La grande question, c'est avec quoi on a remblayé à partir de 65? Puis ça se fait rapidement. Je regarde les photos aériennes. Là. Le remblaiement se fait très rapidement. Là. Écoute, nous, dans le fond, on sait de où est-ce qu'elle provient pas, la terre. C'est le pont-tunnel, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'elle provient parce qu'il n'y a aucune forme de manifeste quelconque aux archives de la ville. De dépôt. Moi, ma thèse principale, basée sur le fait que l'érosion fait apparaître des déchets de construction. Donc, moi, je me souviens, il y a 2 ans, il y a eu de l'érosion, puis on voyait un lot de briques vraiment neuves. Là. Tu vois vraiment que c'est un résidu d'un chantier de construction, puis ils l'ont amené là systématiquement. Moi, ma thèse, c'est que c'est des déchets de construction qui provenaient de plusieurs chantiers là, à Montréal, aux alentours, Longueuil, etc. Puis que la ville permettait à des entrepreneurs, sans trop de surveillance, puis sans trop de documentation, d'aller déposer leur cochonnerie à prendre la Belle-Rive. Moi, je te dirais, c'est ça, il y a beaucoup de mythes autour
d'où provient le remblement de la promenade Belle-Rive, mais ce qui m'apparaît clair, c'est que ça ne vient pas là, du pont-tunnel. Ça, c'est hors de tout doute. Là. Je suis d'accord avec toi. Absolument, je suis parfaitement d'accord, mon cher William. Merci beaucoup, très apprécié. Alors, je crois que maintenant, on vient de démonter un mythe. C'est super cool. Alors, on va maintenant remonter le temps jusqu'à aujourd'hui. Alors, on se retrouve encore en 1947. Si on se place ici, on a les 2 pieds dans le fond du fleuve, tout simplement. Regardez cette belle photo de 1920, c'est magnifique. C'est une inondation dans le secteur des rues Belle-Rive et Mousseau. Oh wow! On le voit ici, la berge était juste à côté de la rue, entre guillemets, le Belle-Rive, c'est plus une traîne de terre. Ouais. Alors, remontons le temps rapidement entre 1947 et 1973. Je tiens à saluer au passage le travail acharné de Yolande Bergeron, qui à ce moment-là était le président du comité de la promenade Belle-Rive. C'est grâce à lui, entre autres choses, qu'aujourd'hui le parc Belle-Rive est encore un parc et non une extension du port. Merci beaucoup, monsieur. On remonte encore le temps de 1973 à 1995. C'est le 28 juin 1995 que le maire Bourque annonce un projet de restauration et de stabilisation des berges de la promenade Belle-Rive. Oui, mesdames et messieurs, je l'adore ce maire-là. On peut le lire ici, il va y avoir de l'enrochement au pied de la berge, mais surtout, on le voit là, de la mise en place de grosses pierres et de la plantation à la promenade Belle-Rive. Et je sais aussi que le maire Bourque appréciait beaucoup la technique de renaturalisation. Ça veut dire que la flore colonisatrice s'installe spontanément, qu'on arrête de faucher inutilement. Ça coûte beaucoup moins cher, puis la nature nous rend des services admirables. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec cette technique-là. Merci, monsieur le maire Bourque. Yes! Alors, c'est grâce à ces projets que ça donne ça au final. Là, on est en 97, puis annoncé ça en 95. C'est peut-être un autre projet ou d'autres budgets plus tard qui ont été alloués, mais quand même, au final, c'est ça que ça donne. Wow, c'est vraiment magnifique. Alors, les grosses pierres ici aident à protéger de l'érosion qui est vraiment... Les glaces viennent arracher ces grosses pierres-là, c'est vraiment fou. Et la flore ici, oui, ça a été planté en partie, mais au travers de ça, il y a beaucoup de flore colonisatrice à s'installer naturellement, là. Yes! Regardez là, encore en 97, on voit ici mon drum, ok, puis il n'y a rien, vraiment, là, c'était comme la pelouse qui arrêtait carré, puis après il y avait comme une genre de berge là en pierre, et puis ben, aujourd'hui ça arrête l'air de ça, bon là c'est du gazon brûlé, mais tout de même, c'est ça qui protège le mieux des berges, de la flore qui a été plantée et de la flore colonisatrice. Wow! Le jeune homme est en train de me dire « Hey, prends-moi pas en photo! » Vous reconnaissez tous l'espèce de clôture en arrière, là. Puis là, regardez, aujourd'hui, elle est complètement colonisée. Par quoi? Par des hommes de Sibérie. Ulmus pumila, en latin. Moi, je tiens vraiment beaucoup qu'on nomme les plantes en latin. C'est comme ça. Ça, c'en est justement de la flore colonisatrice et spontanée. C'est spectaculaire. Alors, si vous avez le goût de vous replonger dans les années 90, là, dans l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là, allez visiter le 2e duc d'Albe. Oui, ça se dit super mal. J'espère que je le dis comme il faut. Le duc d'Albe qui est abandonné ici. C'est là que j'ai filmé la première scène de cette capsule, là, ici. Vous vous en souvenez? Écoutez, il est tel quel qu'il était dans les années 90. Là, ça va vous faire voyager dans le temps. Là. Oui, c'est une ruine, il est abandonné, mais c'est super agréable de voyager dans le temps comme ça, par les yeux. Puis ici, en avant, c'est un peuplier deltoïde, une autre espèce colonisatrice, mais indigène cette fois, vraiment serviable. J'adore cet arbre. Toujours le même vieux quai abandonné. Ah, c'est superbe. Puis vous voyez, il y a un arbre qui pousse, là. Ben, c'est un autre homme de Sibérie. Ouais, c'est très colonisateur. C'est limite envahissant, par contre. Ouh! Alors, on va terminer notre voyage dans le temps en une belle transition jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Non seulement on a planté ici et renaturalisé les berges, mais regardez ce secteur-là. Regardez ça, c'était vraiment pas là, ça, dans les années 90. On a planté, on a laissé pousser. C'est vraiment superbe. Puis oui, moi, j'apprécie vraiment beaucoup la flore, même en hiver. Voilà, c'est pour ça que je vous montre ça. Moi, je trippe sur l'hiver, OK? Alors, voilà. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais là, j'ai tellement ramassé de matériel sur la promenade Belle-Rive, puis j'ai tellement échangé avec l'historien William Gaudry. C'est sûr qu'il va y avoir une deuxième partie
puis une troisième partie, OK? Mais là, restez à l'encoute. J'ai des petites affaires à vous dire avant que vous en alliez, là. Mais moi, j'ai eu bien du fun. En tout cas, c'était le fun en tabarouette. All right, on se revoit après la pause. Il n'y aura pas de pause, je pense. Non, c'est direct, ça fait comme... J'aimerais remercier Dominique Plourde, Christiane Bilodeau, Pierre Bourassa, Marc-André Desrochers. Pour vos dons, hein, grâce à vous, on est rendu avec une trilogie. C'est fascinant. Alors oui, on est toujours en campagne de financement. Je passe le chapeau. Si ça vous tente là, de me laisser du pourboire pour mes capsules historiques. Et puis, je sais que les gens ici de Viauville ont beaucoup apprécié mes documentaires qui se nommaient « Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie ». On envoie des images justement qui se passent juste ici, en arrière de moi. C'était une ancienne fonderie qui était là. J'ai fait beaucoup de matériel dans ce coin-ci. Si vous voulez me laisser un pourboire rétroactif, on va dire, sur ces beaux vidéos que je vous ai faites en 2020-2021, ça serait super apprécié. Alors, virement Interact, c'est super facile, il n'y a pas de frais, si ça vous tente. Sinon, les chèques. Ah oui, les chèques, par la poste, je vous envoie mon adresse en message privé. J'ai maintenant aussi un Patreon et un Yo-Yo Mollo. Un Yo-Yo Mollo, il me semble que c'est ça. Alors, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Merci pour les pourboires. À la prochaine. Bye bye.